Sa future entreprise, la joue-t-on à pile ou face ? À salaire et conditions de travail égaux, qu'est-ce qui fait vraiment la différence ? Chronique de Talent Bleu ouvre une nouvelle fenêtre sur l'identité du groupe Bluesoft. À travers les témoignages et les tranches de vie professionnelle, voici un aperçu de l'ambiance et de l'atmosphère d'une entreprise que vous rejoindrez peut-être un jour. Je suis Oulémata et je vous accompagne au fil des épisodes dans votre découverte des 1000 visages de Bluesoft. Épisode 4. Cédric, directeur des opérations. J'ai cette chance, on va dire. Est-ce qu'il est plus simple de parler de soi au travail quand on est directeur ? Peut-être pas, non. Un poste de direction fait peser une responsabilité supplémentaire. On est un des garants de l'image de l'entreprise, son meilleur commercial, son défenseur souvent le plus fervent. Et parce qu'il pense d'abord à son agence avant de penser à lui, Cédric ne nous en dit que peu sur sa façon d'opérer. Et puis, Cédric cherche avant tout des collaborateurs. Il cherche des consultants techniques, fonctionnels, consultants en accompagnement au changement, des coordinateurs et des chefs de projet. C'est à eux et à elles qu'il s'adresse quand il nous parle, avec une authenticité que nous tenons à saluer. Cédric travaille chez Progélis, l'expert des solutions Microsoft du groupe Bluesoft. Elle est présente à Paris, Aix, Toulouse et Lyon. Lyon qui abrite l'agence historique créée il y a 15 ans. Progélis a rejoint Bluesoft depuis 3 ans, mais Cédric, lui, totalise 11 années d'expérience dans les produits et les solutions Microsoft. Il y a quelque chose de farouchement satisfaisant à découvrir les parcours professionnels des gens. Ce n'est jamais vraiment ce qu'on attend ou ce que l'on imagine. Ainsi, Cédric réussit une progression de carrière sans faute, mais qui a nécessité une petite erreur d'orientation à 18 ans. J'ai quitté l'école en terminale. Je suis allé porter des cartons dans des entrepôts logistiques. Je travaillais à moins 30 degrés. Je me suis dit, au bout d'un an, c'est un peu nul quand même. Il fait un peu froid. C'est pas super intéressant. Donc, je suis retourné sur les bancs de l'école, dans un centre de formation professionnelle. l'AFPA, pour ceux qui connaissent. J'ai fait un bac+2, un titre de technicien supérieur en réseau informatique. Sur ce, j'ai commencé à travailler dans des ESN nationales, des grands groupes nationaux, sur des prestations dans des collectivités publiques ou dans des entreprises privées, comme technicien. Ensuite, je suis devenu fonctionnaire. J'ai été recruté par mon client à l'époque, qui était la ville de Lyon. J'en suis resté quelques années fonctionnaire. Et je me suis ennuyé un petit peu. Je me suis inscrit pour faire un Master 2 en cours du soir. Donc j'ai passé mon Master 2. Et puis j'ai fini par vouloir quitter donc la ville de Lyon. Et je suis rentré chez Progélis à l'époque, qui m'a donné cette opportunité. C'était une petite société qui avait une quinzaine de salariés. J'ai vu un potentiel d'épanouissement, de carrière, plein de choses possibles. Ils ont vu un collaborateur intéressant, donc on s'est tapé dans la main. Et on travaille ensemble depuis 11 ans. Alors j'ai fait plusieurs postes. J'ai commencé coordinateur technique, je suis après devenu chef de projet. J'ai voulu rentrer dans la technique, donc je suis devenu expert technique. Après, on commençait à être un petit peu nombreux, donc il y a eu des ouvertures de postes de managers qui se sont présentées, donc j'ai postulé, j'ai été nommé manager. J'avais une équipe de 5 personnes, au bout de 3 ans, on était une trentaine. Puis d'autres opportunités ont eu lieu, il y a eu un poste de directeur de toutes les activités qui s'est présenté. Je suis devenu directeur des opérations de l'agence lyonnaise avec l'ensemble des équipes opérations qui me rapportaient. Aujourd'hui, j'ai évolué un petit peu, mon cadre s'est un petit peu élargi. Je suis maintenant directeur des opérations de Lyon et de Paris. Un directeur des opérations comme Cédric gère les activités des équipes de production. C'est une 40aine de personnes que Cédric doit affecter à la bonne mission et au bon moment chez les clients. Cela dit, l'exercice ne repose pas uniquement sur ses épaules. Le but, c'est d'optimiser on va dire les plannings que les collaborateurs et finalement du travail en permanence, et minimiser le plus possible l'intercontrat pour remplir les objectifs de l'agence et de l'entreprise derrière, et donc de Bluesoft. Moi, je dirige une équipe, j'ai des managers intermédiaires, et chaque manager intermédiaire gère sa propre équipe. Donc on a des objectifs au niveau de l'agence qui sont après déclinés par service line, par équipe subordonnée. Chacun a son manager, et chaque manager a plusieurs ressources dont il s'occupe directement pour avoir de la proximité. À l'heure d'un appel vers plus de souveraineté numérique européenne, être intégrateur Microsoft peut devenir un pari risqué. Mais Cédric ne considère pas la problématique sous un angle politique, voire doctrinal. Lui qui est en contact permanent avec les réalités de travail voit bien où se place la grande difficulté d'appliquer ces nouveaux principes.
Alors la question se pose pour nos clients, effectivement. Quand la directive de la DINUM est sortie il y a 1 an ou 2, je me souviens plus, beaucoup de clients du monde public se sont posés énormément de questions. Ça a freiné pas mal de projets, voire ça en a arrêté quelques-uns. Il a fallu rassurer un petit peu les clients, effectivement, sur cette problématique des données, tout ce qui est cloud. Et c'est vrai que tous les logiciels, on va dire, les plus utilisés du marché s'appuient sur des technologies américaines. Donc Microsoft en fait partie, mais c'est le même cas pour du Google ou de l'Amazon ou n'importe quelle... toutes les multinationales sont américaines. Et donc, on n'a pas vraiment le choix non plus en tant que client. On est obligé d'utiliser ces outils pour plusieurs raisons, hein. La première raison, c'est que c'est souvent les meilleurs outils du marché. Et la deuxième raison, c'est que tout le monde est habitué à les utiliser. Tout le monde est formé dès l'école pour utiliser ces produits. Tous les logiciels, les applicatifs métiers sont faits pour être interfacés avec les outils de ces éditeurs. Et c'est extrêmement compliqué de travailler et d'être efficace avec des outils qui seraient différents, qui seraient libres, ou avec d'autres éditeurs de logiciels. On voit la suite Office, hein, il y a pas mal d'éditeurs qui ont créé leur propre suite. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué de pouvoir les utiliser et les interfacer avec des logiciels existants qui existent depuis des dizaines d'années. On a beaucoup de cas dans le monde de la santé où il y a beaucoup de logiciels pour de l'imagerie ou des logiciels de diagnostic qui ont 10, 15, voire 20 ans et qui sont faits pour fonctionner dans l'écosystème Microsoft. Et même parfois dans un écosystème Microsoft qui date de 20 ans. Et donc, oui, on va retrouver des logiciels qui ne tournent que sur du Windows XP, pour le citer, alors que Windows XP date de bientôt 15 ans, n'est plus supporté, ça emmène des problématiques de sécurité. Mais ces entreprises ne peuvent pas changer de logiciel, que ça leur coûterait soit des millions d'euros en licence, ou en frais d'intégration, ou en reprise de données. Et donc parfois, on a vraiment ces problématiques d'applicatifs métiers qui ne sont faits que pour fonctionner dans l'univers Microsoft. Et ça demanderait des coûts de recherche, de développement, d'intégration, de licence extrêmement importants. Et toutes les entreprises ou collectivités n'ont pas forcément les moyens d'aller redévelopper des dizaines et des dizaines de logiciels pour pouvoir à nouveau travailler au quotidien et puis se passer de l'écosystème Microsoft. Et l'on imagine mal le nombre d'équipements en France qui fonctionnent encore sous des versions de Windows, parfois très anciennes et dont le remplacement exigerait un budget qu'on doit aujourd'hui mettre ailleurs. Les collectivités, les hôpitaux et les industries sont tous logés à la même enseigne. C'est des millions d'euros en fait. Les hôpitaux n'ont pas forcément les moyens de remplacer tout ce matériel-là. Ils peuvent l'investir dans d'autres logiciels, dans d'autres besoins. C'est le cas dans les hôpitaux, mais c'est également le cas dans l'industrie. On va retrouver des machines-outils qui ne fonctionnent que sur des logiciels Windows, en fait. Il faudrait changer la machine complètement pour passer sur autre chose. On en revient toujours au même, l'investissement qui est nécessaire. Et ils prennent le risque, c'est un risque qui doit être calculé, de rester soit sur une vieille version de Windows, avec des problématiques de sécurité, donc des risques de piratage, soit changer carrément de logiciel ou de machine-outil. Donc c'est l'entreprise qui fait son choix, alors en connaissance de cause ou pas. Tous les clients ne sont pas forcément sensibilisés aux risques qu'ils prennent en gardant des vieux produits qui ne sont plus supportés, il n'y a plus de mise à jour de sécurité qui sortent, il peut y avoir des potentiels risques de piratage, mais également de panne. Le jour où l'ordinateur qui héberge l'applicatif métier tombe en panne, on peut ne plus être en capacité de le réinstaller et de le refaire fonctionner. Cédric parle d'abord de dette technique. Ce boulet à la cheville des entreprises et des collectivités dont le traitement massif s'impose avant même de penser souveraineté, qui n'en est peut-être qu'un aspect. De fait, le métier est paradoxal et concilie innovation et gestion d'un legacy toujours aussi présent et qui peut faire reculer les plus jeunes collaborateurs. On peut avoir de tout, en fait, on peut avoir un projet innovant, mais embarquer de la dette technique, en fait. Et on ne peut pas aller au bout du projet innovant en quelques mois, on est obligé de mettre parfois plusieurs années pour finaliser un projet, parce que justement, il faut remplacer des matériels ou changer des logiciels, et donc il faut gérer une espèce de mode hybride, où on va avoir quelque chose de très récent qui doit cohabiter avec des vieux logiciels et embarquer la dette technique. Soit on a, des vieux consultants qui connaissent encore ces vieilles technologies, parce qu'ils les ont pratiquées les années précédentes,
pour les personnes un peu plus jeunes qu'on peut recruter, qui n'ont effectivement pas cette connaissance des systèmes d'exploitation historiques ou qui sont nés, biberonnés avec le cloud, c'est parfois un petit peu plus compliqué, et donc on appelle les vieux briscards qui ont la connaissance et qui vont pouvoir aider et aiguiller les collaborateurs un peu plus novices sur les anciennes technologies. Ça va dépendre un petit peu du type de projet. Effectivement, il y a certains projets où on sait qu'on a besoin d'avoir des vieux briscards qui ont cette connaissance. C'est pas non plus le quotidien. Notre quotidien, c'est quand même d'implémenter des nouvelles technologies, en fait. Donc, les nouveaux produits de Microsoft, c'est migrer des systèmes d'exploitation de Windows 10 vers Windows 11, par exemple. C'est les accompagner dans l'adoption des usages autour d'Office 365. Dans tout ce qui tourne autour des data centers, utiliser les data centers Azure de Microsoft, ça va être toute la partie également pilotage des projets. On va avoir des chefs de projet spécialisés qui vont aider les clients à délivrer des projets d'infrastructure autour de Microsoft. Ça va être également notre support technique. On a un service client qui va permettre à nos clients de nous contacter quand ils ont des problèmes et qu'ils ont besoin d'experts pour régler des problèmes. Donc on a un petit peu de tout. C'est ce qui fait aussi l'intérêt de notre métier, c'est que chaque jour est différent. Un jour, on peut aller en mission chez un client dans le monde de l'éducation, le lendemain dans le monde industriel, après dans des hôpitaux. On va pouvoir aller faire du transfert de compétences également pour essayer de former, que ce soit les utilisateurs ou les administrateurs de nos clients. Faire monter tout le monde en compétences, que ce soit au niveau technique et également au niveau de l'usage. Le recrutement est le nerf de la guerre. Plus personne n'affiche de confiance aveugle dans sa capacité à recruter à tour de bras. On essaye. Voilà surtout comment l'on décrit une activité qui pourtant représente le socle d'un métier entièrement dédié au savoir-faire. Savoir adopter les technologies récentes, savoir comprendre les nouveaux usages et savoir transmettre. Tout le monde veut recruter les mêmes profils, donc il y a une bagarre qui se fait pour garder ses collaborateurs et puis pour en recruter de nouveaux pour développer son activité. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Nous, chez Progelis, on a choisi d'avoir une bienveillance, une qualité de vie qu'on donne à nos collaborateurs. On leur donne des missions, évidemment, mais on fait confiance aux collaborateurs. Si c'est un junior, on va l'accompagner pour la réalisation de sa mission. Les seniors sont extrêmement autonomes. On n'est pas derrière eux à essayer de les fliquer. C'est pas dans l'ADN de Progelis. L'ADN de Progelis, c'est la confiance qu'on peut avoir à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit au niveau de la direction jusqu'aux managers, aux consultants, même aux alternants qu'on peut avoir. On a confiance en eux, on les a recrutés. On a fait, on va dire, un pacte avec eux finalement. On les a choisis, ils nous ont choisis, on se fait confiance. On les accompagne dans leur formation, dans leur certification. La certification, c'est un élément qui est extrêmement important pour nous. C'est la carte de visite de la société. On a plus de 350 certifications actives sur nos collaborateurs. On a des niveaux de partenariat qui sont les plus élevés qui existent en France chez Microsoft, grâce à nos collaborateurs qui acceptent de se former, qui acceptent de se challenger en passant des certifications. On leur en demande beaucoup. Après, on a quelques personnes qui sont assez fans, assez férus de la certification, du challenge que c'est que de se certifier. Mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre ADN, c'est de la formation, c'est l'amélioration continue de nos collaborateurs pour qu'ils montent en compétences le plus régulièrement possible. On vend des technologies extrêmement modernes qui évoluent quasiment tous les mois. Et donc, il faut avoir cet engagement au niveau des collaborateurs et également au niveau de l'entreprise qui doit les accompagner pour monter en compétences. Donc c'est un des éléments qui fait que certains collaborateurs sont là depuis extrêmement longtemps. J'ai en tête quelques personnes qui sont arrivées il y a une dizaine d'années comme moi, qui aujourd'hui sont toujours là parce que c'est un cadre de travail qui est agréable. Puis on a connu d'autres ESN et on est assez satisfait d'être chez Progelis. On connaît la différence. Donc après, c'est pas forcément simple à expliquer à des personnes qui débarquent dans la vie active. Quand leur premier employeur est Progelis, ils n'ont pas forcément la vision de ce qui peut se faire ailleurs. Donc après, on explique et puis
les collaborateurs qui sont là depuis plus longtemps peuvent attester du bien vivre et du bien-être au travail chez Progélis. Après, ça n'empêche pas d'avoir des collaborateurs qui partent dans d'autres lieux. Après, c'est aussi une fierté d'avoir des collaborateurs qu'on a accueillis à la sortie de l'école, qu'on a formés, qu'on a fait grandir, et qui, le jour de leur départ, viennent nous dire « je pars parce que j'ai une opportunité de carrière, quelque chose qui va me faire grandir », et qu'ils ne pouvaient pas forcément avoir chez Progélis. Et c'est aussi une fierté d'avoir des collaborateurs qui partent sur des postes de responsables, voire de directeurs, dans des entreprises privées ou publiques. Ils partent pendant quelques années, et après, parfois, ils reviennent. Parce qu'ils ont continué à grandir, et puis ils reviennent chez nous, on les accueille avec plaisir sur des postes différents, sur des postes de manager, sur des postes de commerciaux, d'avant-vente. Donc c'est ce qui est intéressant. Ils sont partis à un moment donné parce qu'ils avaient besoin de ça pour s'épanouir, pour voir autre chose. Et puis quelques années après, ils reviennent chez nous et c'est une grande fierté. Un cadre sécurisant dans lequel on est encouragé à développer ses compétences, ok. D'une part, on ne trouve pas ça partout. D'autre part, en tant que junior, c'est un point qu'on ne néglige a priori pas. Mais encore, Cédric ? On a cette chance de pouvoir proposer. On arrive quasiment à un niveau d'intrapreneuriat, un terme qu'on retrouve beaucoup à l'heure actuelle. On peut proposer chez Progélis, on a le droit d'avoir des idées, elles sont bonnes, elles sont mauvaises. On a envie de développer, de proposer une nouvelle activité. On a cette écoute chez Progélis et chez Bluesoft aussi, pour venir proposer un petit peu des nouvelles idées, des choses un peu plus innovantes. Et on a cet accompagnement et cette écoute de la part de la direction de Progélis et du groupe qui permet de créer des nouvelles activités de zéro, parce que on croit à ce projet qui est proposé par un collaborateur. On a eu le cas ces derniers mois, voire années, sur la partie énergétique. Historiquement, on ne verrait pas trop une ESN parler d'énergie. Si aujourd'hui, il faut parler un petit peu d'économie d'énergie aussi au niveau informatique. Et donc c'est une activité qu'on est en train de développer auprès des entreprises pour les aider à baisser leur bilan carbone. On s'est astreint nous-mêmes chez Progélis, on a fait cet audit dans le but d'améliorer notre impact et de baisser notre impact carbone. Je dis souvent que tout est possible. On peut partir du plus bas niveau et arriver jusqu'où on veut. Comme on dit à Paris, il faut rêver plus grand. Et c'est ce qui me caractérise. Moi, j'aime avoir un objectif, quelque chose pas forcément inatteignable, mais il faut essayer de voir plus grand. Et c'est ce que j'aime. Ainsi, chacun a ses méthodes pour séduire des débutants et des experts IT sursollicités. Pour Cédric, il est un aspect qui le conforte dans les choix et les méthodes de son agence. Notre principal levier de recrutement reste la cooptation. La majorité des recrues qu'on va pouvoir avoir dans une année vont arriver par le biais de la cooptation. Donc c'est quelque chose qui est plutôt bien. Ça nous montre que déjà nos collaborateurs ils sont assez satisfaits parce qu'ils vont coopter des personnes pour nous rejoindre. On sait que des fois on peut hésiter parfois à coopter quelqu'un parce qu'on a peur si ça se passe mal, parce que d'être pris un petit peu comme pris entre deux feux finalement. On a coopté une personne, ça se passe pas très très bien pour elle, soit parce qu'elle ne répond pas aux besoins de l'entreprise, soit l'entreprise ne répond pas aux besoins du collaborateur. Donc d'avoir beaucoup de cooptation, c'est une marque que les collaborateurs sont bien chez Progélis parce qu'ils sont prêts à recruter et à recommander Progélis à leurs amis ou à leurs connaissances. Quand même beaucoup de recrutements qui se passent comme ça. Je pense quasiment 50% de nos recrutements viennent par ce canal-là. Recruter d'un côté et s'intégrer de l'autre, ce n'est facile pour personne. L'entreprise cherchera une personnalité capable d'apporter un plus, quel qu'il soit, entre savoir-vivre, savoir-être et savoir-faire. Mais être certain que notre perle rare s'intégrera à sa future équipe, ça aussi, c'est un défi que seule l'expérience allège. On a fait des erreurs, et donc on s'améliore. Au fur et à mesure des années, on recrute des personnes, et on voit ce qui marche très très bien, après on voit ce qui marche très très mal. C'est l'expérience également qu'on peut avoir, on forme de bons binômes avec notre équipe recrutement. Donc à force de faire des entretiens, de se côtoyer depuis de nombreuses années, on n'a plus forcément besoin de se parler parce qu'on voit maintenant quasiment les mêmes choses et on est un petit peu...
On se comprend très, très, très bien, et puis on sait poser les questions qu'on doit poser, et on voit les réponses, soit qu'on ne veut pas avoir, soit celles qu'on veut avoir. Et ça ne nous intéresse pas d'avoir les plus forts, les plus beaux, si à côté de ça, c'est des personnes qui ne sont pas agréables et qui ne vont pas s'intégrer dans des équipes. On ne cherche pas à avoir des mercenaires, on cherche à avoir des collègues, des collaborateurs avec qui on peut travailler. Cédric nous explique qu'on se rend très vite compte du niveau de compétence d'un candidat. Alors nous lui avons demandé de nous poser une question qu'il poserait en entretien. Spoiler, nous n'aurions pas été retenus. Une question très technique du coup. Quelle est la bonne pratique pour installer une autorité de certification Microsoft ? Mais si la technique suffisait dans ce métier, ça se saurait. La partie communication est primordiale, c'est une partie intégrante de notre métier. On doit savoir communiquer, que ce soit à l'oral comme à l'écrit. On doit discuter, on doit être capable de parler avec nos clients, se comprendre, et après être capable également de restituer un petit peu ce qu'on a dit, ce qu'on a convenu ensemble. On doit être capable de livrer des documents, on doit être capable de les soutenir à l'oral, devant un panel d'auditeurs ou de spectateurs. Ça fait partie du bagage du consultant. Et puis, des spécialistes Microsoft, ça ne court pas les rues. Non, il n'y en a pas tant que ça en fait. On va les retrouver chez les fameux pure players. Et on essaie tous de garder nos consultants au chaud chez nous. C'est pourquoi la formation, même hors certification, est un processus très bien intégré. C'est un potentiel que Cédric et ses équipes recherchent. Les premiers projets sur une nouvelle technologie qu'on ne maîtrise pas, c'est pas forcément facile. Donc ils ont besoin d'être accompagnés par des consultants plus seniors qui vont leur permettre de prendre confiance et de valider les acquis qu'ils ont pu avoir en formation personnelle ou en formation pilotée. C'est dans l'intérêt de la société. On investit pour former les collaborateurs parce que demain, on sait qu'ils seront beaucoup plus efficaces. Ils pourront délivrer des missions à haute valeur ajoutée à nos clients. Et les clients seront satisfaits et reviendront nous redemander des prestations. Donc on a besoin d'avoir des collaborateurs les plus experts possibles, les mieux formés, pour justement que nos clients soient satisfaits et puis que notre réputation puisse être gardée comme étant un pure player avec les meilleurs collaborateurs, et les clients viennent nous voir directement sans aller voir nos concurrents. On s'est adapté un petit peu à l'évolution des collaborateurs ici aussi. Il y a une dizaine d'années, les collaborateurs étaient différents des personnes qu'on peut recruter aujourd'hui en fait. Les personnalités ont évolué, on a des personnes qui sont nées avec l'informatique, qui n'ont connu que ça, qui ne connaissent finalement que le cloud, qui Google, Amazon, Microsoft, ils sont directement nés avec ça finalement. Donc ils ont des compétences qui sont totalement différentes, ils sont parfois beaucoup plus mûrs que des personnes qu'on pouvait recruter il y a 15 ans et qui n'avaient pas ce bagage, qui n'avaient pas touché d'ordinateur avant d'être, avant d'avoir 20 ans. Aujourd'hui, tous les collaborateurs ont une tablette, un téléphone, depuis qu'ils sont nés en fait. J'abuse un petit peu, mais on n'est pas loin de ça quand même. Finalement, aujourd'hui, on recrute des collaborateurs qui sont nés en 2000, donc qui ont toujours connu Internet, et les ordinateurs, les téléphones. Donc il faut s'adapter, suivre l'air du temps pour rester attractif auprès des candidats. C'est vrai, les compétences évoluent, les candidats changent, leurs attentes également. Et l'on ne peut plus se satisfaire d'une entreprise qui ne fait pas sa part en matière écologique. Il arrive d'ailleurs plus souvent maintenant que la question soit soulevée dès l'entretien d'embauche. On applique la charte RSE du groupe, qui a été créée il y a 18 mois, je crois, dans ces eaux-là. On l'applique, tous les jours dans nos actes, dans les commandes qu'on peut faire chez des fournisseurs, dans le choix de notre opérateur d'énergie. On choisit de prendre des opérateurs neutres en carbone. On s'applique également des règles pour essayer de limiter notre impact. On a fait un séminaire au mois de juin pour sensibiliser tous nos collaborateurs aux bons gestes, aux bonnes pratiques, aux pratiques éco-responsables
pour justement essayer de diminuer notre empreinte carbone. On a lancé un concours également qui va prendre fin la semaine prochaine, je crois, pour désigner le collaborateur qui a réussi à réduire le maximum son impact carbone. Donc on avait fait un petit jeu comme ça. Donc on essaye de faire le maximum, c'est quelque chose qui les intéresse. On a des collaborateurs qui sont revenus vers nous juste après leur recrutement pour nous dire qu'ils étaient assez contents d'être dans une entreprise qui se soucie autant de son impact sur la société. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous, mais qui est également important pour les collaborateurs et qui est différenciant, clairement. On a installé dans toutes nos salles, dans tous nos bureaux, des petits capteurs pour voir la luminosité, l'énergie, la température. Et donc on collecte ça de façon centralisée pour essayer d'améliorer et de voir où est-ce qu'il peut y avoir des problèmes et d'automatiser au maximum les choses pour réduire notre impact. Donc ça fait partie des règles qui sont mises en place via également notre CSE. On définit des axes d'amélioration pour réduire notre empreinte carbone. On a annoncé qu'on serait neutre d'ici la fin de l'année. Et donc on fait le maximum. Et c'est quelque chose qui est assez valorisé en interne et qui fait... alors c'est pas le cas de tous les consultants, mais on a pas mal qui sont très sensibles à tout ça. Alors, progressivement, on se prend à rêver de reconversion. Après tout, pourquoi pas nous ? Certes, on n'y connaît rien, mais l'aventure paraît bien séduisante. Une solution, Cédric ? En fait, on est partenaire de Microsoft qui finance des écoles de formation pour des réorientations. Et ils sont formés sur les dernières technologies. Et donc, on recrute des personnes qui sortent de ces écoles. Ils ont, je sais plus, 6 à 8 mois de formation pour se réorienter sur des technologies Microsoft. Et donc, on les embauche dans la foulée. Dans les nouvelles technologies, il y a pas mal de choses qu'on va dire qui sont du low-code. C'est pas forcément comme historiquement des développements avec des personnes qui codaient. Il y a des technologies tout est graphique et tout est simple. Il n'y a pas forcément d'avoir un bagage, savoir coder en C, en C#, tous les langages de programmation. On l'a tous fait quasiment en interface graphique, assez simple. On développe une application en quelques clics finalement. Donc il faut être capable de comprendre des besoins fonctionnels ou des usages d'un client, des usages métiers, et on le transforme avec un moteur qui tourne sur Power Apps et qui permet de générer une application assez facilement sans avoir à écrire des lignes de code. Bon, il n'y a plus qu'à se lancer, n'est-ce pas ? Merci d'avoir écouté le podcast Chronique de Talent Bleu. C'était Oulémata et au nom de tout le groupe Bluesoft, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour l'épisode qui sera consacré à Nicolas, architecte solution. Abonnez-vous et restez à l'écoute. À très bientôt!